Mon frère a couché avec ma fiancée. Ma famille leur a pardonné et a essayé de nous réunir. Mais ma décision finale les a laissés sous le choc pour toujours. Mon frère, Hugo, et moi étions proches, d'une manière compétitive typique de deux garçons sous le même toit. Il avait 1 an de moins que moi, et nous avions toujours été comparés l'un à l'autre. Il était du genre charmant et insouciant, tandis que j'étais celui qui avait un plan. Notre sœur, Léa, était la petite dernière, toujours dans l'ombre de notre mère, absorbant toute l'attention qu'elle pouvait obtenir. Nos parents, Claire et Jean, étaient des parents français typiques. Maman gérait la maison d'une main de fer, et papa était du genre à faire des blagues et à faire des barbecues comme si c'était son passe-temps personnel. Je pensais avoir tout compris, une famille stable, des frères et sœurs en qui je pouvais avoir confiance, et une fiancée que je croyais être mon âme sœur. Sophie est entrée dans ma vie lors d'un projet de groupe durant ma 2e année à la Sorbonne à Paris. Elle avait une énergie magnétique qui donnait envie d'être dans son orbite. Elle était ambitieuse, confiante et incroyablement attirante. Je suis tombé amoureux d'elle rapidement. À la fin du semestre, nous étions un couple. C'était comme un tourbillon, mais je ne l'ai pas remis en question car cela semblait parfait. J'imaginais notre avenir ensemble, nos carrières, nos enfants, tout. Un mois de novembre, je l'ai demandé en mariage. Ce n'était pas un grand geste, juste nous deux par une fraîche soirée d'automne. Elle a dit oui, et nous avons commencé à planifier notre mariage pour l'été suivant. C'était comme le début de la vie dont j'avais toujours rêvé. Et puis tout a implosé. En mars, j'ai eu un vendredi calme et inattendu au travail. J'ai décidé de surprendre Sophie avec son plat à emporter préféré et de passer la soirée ensemble. Quand je suis entrée dans notre appartement, tout semblait bizarre. Ses chaussures étaient près de la porte, mais l'endroit était étrangement silencieux, à l'exception de rires faibles venant de la chambre. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait pas, mais je l'ai ignoré, pensant qu'elle regardait peut-être une vidéo amusante ou qu'elle était au téléphone avec une amie. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, mon monde s'est effondré. Ils étaient là, Sophie et Hugo, enlacés dans le lit. Sophie portait le t-shirt trop grand que je lui avais offert pour la Saint-Valentin, celui avec l'imprimé cœur kitsch. Il n'a pas été difficile de faire le rapprochement. Ils se sont figés, tous les deux ressemblant à des cerfs pris dans les phares. C'est drôle comme le silence peut en dire autant. L'air dans la pièce était lourd, suffocant. Hugo, mon propre frère, a eu l'audace de dire « Ce n'est pas ce que tu crois ». Je l'ai regardé, presque en riant de l'absurdité de la situation. Sophie n'a pas dit un mot, elle s'est juste dépêchée de se couvrir avec une couverture comme si cela allait effacer ce que je venais de voir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions. À quoi bon? La preuve était juste devant moi. J'ai regardé Sophie et j'ai dit « Fais tes affaires et pars ». Ma voix était calme, posée. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir perdre le contrôle. Hugo a essayé de dire quelque chose sur le fait que c'était juste arrivé, mais je l'ai coupé. « Tu es mort pour moi », ai-je dit. Je n'étais pas intéressée par ses excuses ou son faux remords. Il n'y a pas de « c'est juste arrivé » quand il s'agit de coucher avec la fiancée de ton frère. Je suis sortie. Je n'ai pas attendu d'explications ou d'excuses pathétiques. J'ai pris mes clés et j'ai conduit chez un ami cette nuit-là. Pendant que je fixais le plafond, la réalité de tout cela a coulé. Ma fiancée, la femme que je devais épouser, et mon frère, quelqu'un en qui j'avais confiance, m'avaient trahi de la pire des manières possibles. Il ne s'agissait pas seulement de la tromperie. C'était le fait qu'ils avaient tous les deux activement choisi de détruire quelque chose que j'appréciais si profondément. Le jour après avoir surpris Sophie et Hugo, je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer, mais bien sûr, elles ont empiré. Pendant que j'étais au travail, Sophie a déménagé de l'appartement. Je lui avais déjà dit de faire ses affaires et de partir, alors je pensais que c'était la fin. Mais quand je suis rentrée ce soir-là, il y avait une note sur le comptoir, juste là où nous gardions une photo encadrée de nous. C'était court, mais pas doux. Elle a écrit qu'elle était tombée amoureuse d'Hugo et n'avait jamais voulu me faire de mal, suivi de quelques bêtises sur l'espoir que je puisse trouver la force de leur pardonner. Elle a eu le culot de terminer la note par « J'espère que tu pourras encore être heureux pour nous un jour ». Heureux pour eux?
J'avais envie de rire, mais ce n'était pas drôle. C'était exaspérant. J'ai froissé la note et l'ai jetée à la poubelle. Il n'y avait plus rien à lui dire. L'appartement semblait étrangement silencieux sans ses affaires, mais je m'en fichais. Je voulais qu'elle sorte de ma vie le plus vite possible, et maintenant elle était partie. Ma famille a découvert ce qui s'était passé en quelques jours. Je ne leur ai pas dit. Je suppose que Sophie ou Hugo ont vendu la mèche. Ma mère Claire m'a appelé immédiatement. Elle était furieuse, non pas contre moi, mais contre Hugo. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne pouvait pas croire que son propre fils me trahirait ainsi. Il n'est pas le bienvenu ici, a-t-elle répété encore et encore. Au début, ça faisait du bien de l'avoir de mon côté, mais je n'étais pas assez naïf pour penser que ça durerait. La loyauté de ma mère a toujours été conditionnelle. C'est le genre de personne qui se vante de maintenir la famille unie, même si cela signifie balayer d'énormes trahisons sous le tapis. Je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne commence à défendre Hugo. Mon père Jean était une autre histoire. Quand j'ai finalement répondu à l'un de ses appels, il n'a pas dit grand-chose. Il a juste soupiré et a dit « Eh bien, je suppose que des choses comme ça arrivent parfois. » Je n'arrivais pas à y croire. Il n'était ni en colère, ni contrarié, ni même surpris. Il a traité ça comme si Hugo avait renversé du café sur ma chemise au lieu de détruire ma relation et ma confiance en lui. Léa, ma jeune sœur, a essayé d'être de soutien, mais je pouvais voir qu'elle était tiraillée. Elle m'appelait pour prendre de mes nouvelles et disait qu'elle ne pouvait pas croire ce que Hugo et Sophie avaient fait, mais il y avait toujours une hésitation dans sa voix. Elle était prise entre moi et le reste de la famille, et c'était évident. Pendant des semaines, j'ai ignoré la plupart de leurs appels. Je n'avais pas l'énergie de ressasser ce qui s'était passé ou d'entendre des excuses sur la raison pour laquelle je devais laisser tomber. Au lieu de cela, je me suis jetée à corps perdu dans le travail. C'était la seule chose qui me gardait sain d'esprit. Mon patron, Michel, a remarqué que je faisais des heures supplémentaires et m'a demandé si tout allait bien. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, mais j'ai admis que je gérais des problèmes personnels. C'est alors qu'il a mentionné le bureau de Lyon. Apparemment, ils avaient du mal à trouver quelqu'un pour diriger l'équipe là-bas, et Michel pensait que je serais parfait. C'était une promotion et une chance de quitter Paris, loin de Sophie et de tout le désordre qu'ils avaient créé. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit que j'étais intéressée. Quand j'ai parlé à mes parents de la mutation, mon père a juste dit « Tant mieux pour toi. Un nouveau départ est peut-être ce dont tu as besoin. » Ma mère, en revanche, a agi comme si j'avais annoncé que je déménageais sur Mars. Elle a pleuré et m'a supplié de reconsidérer ma décision. Et les dîners de famille? Et Noël? Tu ne peux pas nous laisser tomber, Alexandre, a-t-elle dit. Je lui ai dit que je ne les laissais pas tomber. Je laissais Hugo derrière moi. Il ne fait plus partie de cette famille, a-t-elle dit fermement. Mais je ne la croyais pas. Ma mère a une façon de dire une chose et de faire exactement le contraire quand ça l'arrange. En juillet, mon pressentiment s'est avéré exact. Hugo était de retour à la maison. Ma mère m'a appelé un soir, laissant tomber nonchalamment qu'ils avaient décidé de le laisser rentrer à la maison pendant un certain temps parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Elle a agi comme si ce n'était rien, comme si elle n'invitait pas la personne qui m'avait trahi chez elle tout en s'attendant à ce que je vienne dîner le dimanche. Je n'ai même pas essayé de cacher ma colère. Je lui ai dit que c'était une gifle qu'elle le choisisse lui plutôt que moi. Elle a essayé de se justifier en disant « C'est toujours mon fils. Je ne peux pas le rejeter. » J'ai rétorqué « Eh bien, ce n'est plus mon frère, et je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. » C'est alors qu'elle a lancé sa campagne d'unité familiale. Elle a insisté sur le fait que nous devions guérir et aller de l'avant en tant que famille. Tout cela était un code pour « Pardonne simplement à Hugo pour que je n'ai pas à me sentir coupable de l'avoir laissé revenir. » Je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit sans détour que je n'étais pas intéressée par la guérison ou par le fait de prétendre que tout allait bien. Tu veux l'unité? Alors arrête de récompenser la personne qui a tout détruit, ai-je dit avant de raccrocher. Après cela, j'ai gardé mes distances. J'étais occupée à préparer le déménagement à Lyon. De toute façon,
J'ai trouvé un appartement, j'ai emballé mes affaires et j'ai recommencé à zéro dans une ville où personne ne connaissait ma famille ni mon passé. Quitter Paris n'a pas été facile. J'y avais de bons souvenirs, et une partie de moi avait l'impression de laisser Hugo et Sophie gagner en partant. Mais rester aurait été pire. Chaque rue, chaque restaurant, chaque souvenir partagé, tout me rappelait ce que j'avais perdu. Déménager était le seul moyen de vraiment prendre un nouveau départ. Au moment de mon départ, j'avais quasiment coupé les ponts avec ma famille. Je ne répondais plus à leurs appels ni à leurs messages. Même les tentatives de Léa de rester neutre n'avaient plus d'importance. Ils avaient fait leur choix en laissant revenir Hugo, et j'avais fait le mien en les laissant derrière moi. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Mais une chose était claire. J'en avais fini d'être le bon fils qui mettait toujours la famille en premier. Désormais, je me mettais en premier. En septembre, je m'étais habituée à ma nouvelle vie à Lyon. Couper les ponts avec ma famille avait été la meilleure décision que j'ai prise, même si ce n'était pas facile. Le travail se passait bien. J'avais commencé à me faire de nouveaux amis, et la distance par rapport à tout le chaos était exactement ce dont j'avais besoin. Puis, ma mère, Claire, m'a appelée. C'était son anniversaire qui approchait, et elle voulait que je rentre à la maison pour le fêter. J'ai hésité. Ma relation avec elle avait été tendue depuis qu'elle avait laissé Hugo revenir à la maison. Mais elle n'arrêtait pas d'insister, disant que ce serait juste la famille proche et qu'elle me manquait. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a été long, me laissant beaucoup trop de temps pour remettre en question ma décision. Je me suis dit que je faisais cela pour ma mère, même si elle m'avait déçue. Peut-être que ce ne serait pas si mal si ce n'était que le père, elle et Léa. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Il y avait beaucoup trop de voitures garées à l'extérieur. Mon estomac s'est serré quand j'ai aperçu la voiture d'Hugo dans l'allée. Mes mains ont agrippé le volant alors que j'hésitais à faire demi-tour, mais je ne voulais pas donner à ma mère la satisfaction de me voir fuir. J'ai décidé d'entrer. Faire court et partir le plus vite possible. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère m'a accueilli avec un grand sourire, agissant comme si rien ne s'était jamais passé. « Alexandre, je suis si contente que tu sois venu, » a-t-elle dit, me serrant dans ses bras. Son énergie était excessive, comme si elle essayait d'aplanir les choses par pure force de volonté. J'ai jeté un coup d'œil au salon, et ils étaient là, Hugo et Sophie, assis sur le canapé comme s'ils n'avaient pas le moindre souci au monde. Sophie a même eu le culot de rire de quelque chose que Léa avait dit alors que je me tenais là, figée par l'incrédulité. « Pourquoi sont-ils ici ?» ai-je demandé, ma voix basse mais tranchante. Avant que ma mère ne puisse répondre, elle a attrapé mon bras et m'a poussé plus loin dans la maison. « Parlons dans le salon » a-t-elle dit, comme si cela rendrait la situation moins horrible. Quand nous sommes arrivés au salon, ma mère a commencé son discours habituel sur la guérison et la famille. Elle m'a fait asseoir et a lancé un discours sur la façon dont Hugo et Sophie avaient fait une erreur, mais qu'ils étaient vraiment désolés, et qu'il était temps d'aller de l'avant en famille. Hugo, toujours aussi effronté, a ajouté « Je suis désolé, mec. C'est juste arrivé. » Il l'a dit comme s'il avait renversé du café sur ma chemise au lieu de détruire toute ma vie. Sophie a poursuivi « Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. » Ce qui sonnait encore plus ridicule venant d'elle. Elle n'essayait même pas de paraître contrite. Je les ai regardés en essayant de comprendre s'ils croyaient réellement à leurs propres bêtises. Le fait qu'ils pensent que c'était même de loin réparable était presque risible. Je me suis penchée en avant, j'ai regardé Hugo droit dans les yeux et j'ai dit « Tu es une excuse pathétique de frère. » Puis je me suis tournée vers Sophie et j'ai dit « Et toi ? J'espère qu'il te trompera aussi. Vous vous méritez. » Le silence s'est fait dans la pièce. Ma mère a commencé à dire quelque chose, mais je ne lui ai pas laissé la chance. Je me suis levée, les regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Profitez de votre fils chéri. Ne m'appelez plus. » En sortant, j'entendais ma mère essayer de calmer tout le monde, disant quelque chose sur le fait que je reviendrais. Finalement, Hugo n'a pas dit un mot, et Sophie est restée assise. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie sans regarder en arrière. Mon esprit était en ébullition. Comment ma mère pouvait-elle penser que c'était acceptable ?
Comment pouvait-elle s'attendre à ce que je pardonne et oublie comme s'il s'agissait d'un désaccord mineur au lieu d'une trahison qui avait déchiré ma vie? J'ai passé le reste de la journée à essayer de me calmer, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ma colère. Je rejouais la scène dans ma tête, souhaitant en avoir dit encore plus. Une partie de moi voulait appeler ma mère et décharger tout ce que je ressentais, mais je savais que ça ne ferait aucune différence. Elle avait déjà fait son choix en accueillant Hugo et Sophie de nouveau dans sa vie. Cette nuit-là, j'ai bloqué son numéro. J'ai aussi bloqué celui d'Hugo. Même s'il n'avait pas pris contact depuis des mois, je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps avant que lui ou Sophie n'essaient de nouveau de s'expliquer, et je ne voulais pas avoir à gérer cela. Pendant les semaines suivantes, je suis restée seule. Le travail est devenu mon échappatoire et je me suis jetée à corps perdu dans tous les projets que je pouvais trouver. Mes collègues pensaient probablement que j'étais juste super dévouée, mais la vérité est que je ne savais pas comment canaliser ma frustration autrement. J'ai aussi arrêté de consulter les réseaux sociaux. Voir des photos de ma famille ne ferait que me rappeler ce qui s'était passé, et je n'avais pas besoin de ce genre de négativité. Je me suis dit que j'étais mieux sans eux, mais ça me faisait toujours mal de savoir que les personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient tellement laissé tomber. Finalement, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. La distance aidait et je reconstruisais lentement ma vie. Je me suis dit que je n'avais pas besoin d'eux, que je pouvais créer ma propre version de famille avec des gens qui se souciaient vraiment de moi. Mais au fond, je savais que ce n'était pas fini. Ma mère n'était pas du genre à abandonner facilement, et j'avais le sentiment qu'elle trouverait un autre moyen de me ramener dans le drame. Pour l'instant, cependant, j'étais content de garder mes distances et de me concentrer sur moi-même. Qu'ils aient leur unité familiale. Je préférerais être seule qu'entourée de gens qui ne me valorisaient pas. S'ils voulaient vivre dans le déni de ce que Hugo et Sophie avaient fait, c'était leur choix. Je n'allais pas en faire partie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Mais une chose était certaine. J'en avais fini de les laisser dicter ma vie. Désormais, je vivais selon mes propres termes. En janvier, ma vie à Lyon était devenue tout ce que j'espérais. C'était bon d'être à des kilomètres du chaos que ma famille avait créé. Je ne me réveillais plus en colère tous les jours. J'avais de l'espace pour respirer, penser et me concentrer sur moi-même. C'est alors que Sarah, ma cousine éloignée, m'a envoyé un message. Je la connaissais à peine. Nous ne nous étions rencontrés que quelques fois lors d'événements familiaux au fil des ans, et même là, je ne pense pas que nous ayons échangé plus de quelques mots. Alors, quand elle m'a envoyé un message de nulle part, disant qu'elle déménageait à Lyon et qu'elle aurait besoin d'aide pour s'installer, j'étais sceptique au début. J'ai envisagé d'ignorer complètement son message. Ma famille avait prouvé maintes et maintes fois que s'impliquer avec eux, même de manière périphérique, était une erreur. Mais une partie de moi se sentait mal. Sarah ne m'avait rien fait personnellement, et elle ne connaissait peut-être même pas toute l'histoire de ce qui s'était passé. De plus, elle semblait sincèrement nerveuse à l'idée de déménager seule dans une nouvelle ville. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de l'aider. Le week-end est arrivé et je me suis rendue à l'adresse qu'elle m'avait envoyée. C'était un petit complexe d'appartements dans un quartier plus calme de la ville. Et en arrivant sur le parking, tout semblait normal. Jusqu'à ce que je voie le camion de déménagement et deux silhouettes très familières décharger des cartons, Hugo et mon père. Pendant un instant, je me suis figée, agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon premier instinct a été de faire marche arrière et de ne plus jamais regarder en arrière. Mais avant que je ne puisse le faire, la porte d'entrée de l'appartement s'est ouverte et ma mère est sortie. Elle m'a immédiatement aperçue et m'a fait signe comme si c'était une sorte de réunion de famille au lieu d'un piège. « Alexandre, attends !» a-t-elle crié, trottant vers ma voiture. J'ai mis la voiture en position de stationnement et je suis sortie, mais je ne me suis pas rapprochée. « C'est quoi, ça ?» ai-je demandé, en désignant Hugo et mon père, qui se tenaient maintenant maladroitement près du camion. Ma mère m'a lancé son regard habituel de « soyons tous raisonnables » et a commencé à raconter que Sarah avait juste besoin d'aide, et qu'il était logique que la famille se rassemble. Il était clair que cela ne concernait pas du tout Sarah. Il s'agissait pour eux de trouver un autre moyen de me forcer à une sorte de réconciliation. Hugo, toujours le maître des excuses insincères, s'est avancé, les larmes déjà aux yeux.
Je suis désolé, Alexandre, a-t-il dit, sa voix tremblante comme s'il passait une audition. Je sais que j'ai fait une erreur. Je veux juste arranger les choses. Je l'ai regardé, complètement impassible. C'était le même scénario qu'il avait essayé à l'anniversaire de ma mère, et c'était tout aussi pathétique maintenant qu'alors. Puis mon père a décidé de s'en mêler. Alexandre, allons, a-t-il dit. Son ton était un mélange irritant d'exaspération et de condescendance qu'il utilisait toujours quand il pensait que j'étais déraisonnable. Tu t'accroches à cette rancune et cela déchire la famille. Sois le plus grand. C'en était trop. L'entendre me dire d'être le plus grand. Comme si les actions d'Hugo étaient une erreur mineure que je devais surmonter m'a fait sortir de mes gonds. Il n'avait aucune idée de ce que ça faisait d'être trahi par son propre frère. De perdre non seulement une relation, mais aussi la confiance que l'on avait envers les personnes les plus proches de soi. Quand mon père s'est rapproché et a posé une main sur mon épaule, j'ai réagi sans réfléchir. Mon poing a frappé son visage avant même que je ne réalise ce que je faisais. Le bruit a été sec et pendant un instant tout s'est figé. Mon père a chancelé en arrière, tenant sa mâchoire, et m'a regardé sous le choc. Hugo avait l'air de vouloir disparaître, et ma mère a éclaté en sanglots, comme on pouvait s'y attendre. Alexandre, a-t-elle sangloté comme si c'était moi qui ruinais tout. Hugo a marmonné quelque chose sous son souffle à propos de moi qui allait trop loin, mais je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je me suis retournée et je suis retournée à ma voiture. Ne me suivez pas, ai-je dit par-dessus mon épaule. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai immédiatement bloqué Sarah. Je me fichais de savoir si elle faisait partie du complot ou si elle n'était qu'un pion dans le dernier plan de ma mère. Dans tous les cas, je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon canapé, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Je n'étais pas fière d'avoir perdu mon sang-froid, mais je ne le regrettais pas non plus. Mon père avait franchi une ligne, et si un coup de poing au visage était ce qu'il fallait pour leur faire comprendre que je n'allais pas être manipulée, qu'il en soit ainsi. Le pire, c'est que ce n'était même pas surprenant. Ma mère avait toujours été prête à tout pour protéger Hugo, peu importe les dégâts qu'il causait. Et mon père était plus préoccupé par le maintien de la paix que par la résolution réelle du problème. Je me suis demandé depuis combien de temps il planifiait cela. Avait-il parlé à Sarah pendant des semaines, la convainquant de me contacter, ou était-ce une idée de dernière minute? Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que j'étais partie avant qu'ils ne puissent me ramener dans leur filet. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que j'avais tenu bon, mais tristesse parce que c'était un autre rappel à quel point ma famille était perdue. Il n'y avait pas de solution. Ils ne voyaient pas la trahison d'Hugo et Sophie pour ce qu'elle était, et ils ne le feraient jamais. J'ai décidé ce jour-là de couper les ponts encore plus profondément. Je ne leur donnerai plus aucune occasion de me tirer dans leurs problèmes. Ma vie à Lyon était bonne, et je n'allais pas les laisser la gâcher. Quoi qu'ils attendent de moi, la clôture, le pardon, un retour à la normale, ils ne l'obtiendraient pas. J'en avais fini d'être le bouc émissaire, celui dont on attendait qu'il maintienne la famille unie pendant que tout le monde faisait ce qu'il voulait. En décembre, j'étais dans un bien meilleur état émotionnel et mental. La vie à Lyon était stable, et j'avais commencé à sortir avec Jeanne, une femme de 24 ans qui est rapidement devenue mon roc. Elle était tout ce dont j'avais besoin. Gentille, drôle, solidaire, et surtout, elle respectait mes limites. Elle connaissait le désordre avec ma famille et ne m'a jamais une seule fois poussée à renouer. La famille de Jeanne vivait à Marseille et elle m'a invitée à passer Noël avec eux. C'était la première fois depuis des années que j'attendais les vacances avec impatience. Ses parents étaient chaleureux et accueillants. Ses frères et sœurs étaient géniaux, et il n'y avait aucune des tensions et du drame qui avaient affligé mes réunions de famille aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Une semaine avant Noël, cependant, j'ai reçu une lettre par la poste. Je l'ai presque ignorée parce que je ne reconnaissais pas l'écriture. Quand je l'ai ouverte, mon estomac s'est serré. C'était de ma mère. Elle a écrit que Hugo et Sophie s'étaient mariés et que mes parents étaient maintenant séparés. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais elle a continué à souligner à quel point la famille avait besoin de moi ce Noël. Elle m'a supplié de rentrer à la maison,
disant que ce pourrait être une chance de guérir et d'aller de l'avant. J'ai lu la lettre 2 fois, essayant de comprendre ce qu'elle demandait vraiment. S'agissait-il de moi, ou était-ce juste une autre tentative de réparer le désordre qu'Hugo avait créé? La mention de leur mariage m'a donné la nausée. Cela ressemblait à une gifle, un rappel qu'ils étaient passés à autre chose sans le moindre remords pour ce qu'ils avaient fait. Quand j'ai montré la lettre à Jeanne, elle m'a suggéré de laisser tomber. Tu ne leur dois rien, a-t-elle dit doucement. Si ça ne fait que te blesser, il n'y a aucune raison de te faire subir ça. Elle avait raison, bien sûr, mais une petite partie de moi se sentait toujours coupable. Non pas de les avoir coupés, mais du fait que je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'obligation que ma mère essayait toujours de m'inculquer. Au final, j'ai décidé de passer Noël avec la famille de Jeanne. Ils vivaient dans une maison confortable en banlieue de Marseille, et dès que nous sommes arrivés, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Ses parents m'ont accueilli avec des câlins, et sa mère a immédiatement commencé à se soucier de savoir si je préférais le chocolat chaud ou le cidre chaud. C'était simple et sain d'une manière que je n'avais pas vécue depuis des années. Nous avons passé le réveillon de Noël à décorer le sapin, à faire des biscuits et à jouer à des jeux de société. C'était le genre de vacances que j'avais toujours voulu, mais que je n'avais jamais vraiment eu. Pour une fois, je n'attendais pas qu'une dispute éclate. Le matin de Noël était tout aussi paisible. La famille de Jeanne avait pour tradition d'ouvrir les cadeaux en pyjama. Et ils avaient même un bas de Noël pour moi avec mon nom dessus. C'était attentionné, simple, et ça me faisait sentir que j'appartenais à cet endroit. Mais même au milieu de toute cette chaleur et ce bonheur, la pensée de ma famille persistait dans un coin de mon esprit. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qu'ils faisaient. Ma mère était-elle assise seule dans la maison? Mon père célébrait-il vraiment? Hugo et Sophie jouaient-ils au couple heureux pendant que les autres faisaient comme si tout allait bien? J'ai repoussé ces pensées et me suis concentrée sur le moment présent. Je n'allais pas laisser leur drame me gâcher ça. En janvier, alors que je reprenais ma routine, j'ai reçu un email de Léa. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des mois, alors voir son nom dans ma boîte de réception a été une surprise. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Léa a écrit que mon père vivait maintenant dans un motel et que Hugo et Sophie avaient des difficultés financières. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais elle a laissé entendre que la situation professionnelle d'Hugo n'était pas stable et que Sophie était apparemment malheureuse dans leur mariage. J'ai fixé l'écran, essayant de comprendre pourquoi Léa pensait que j'avais besoin de savoir tout cela. Cherchait-elle de la sympathie? S'attendait-elle à ce que j'intervienne et arrange les choses? Si c'était le cas, elle allait être déçue. Je n'ai pas répondu à l'email. Que devais-je dire? Désolée d'entendre ça, mais ce n'est pas mon problème. Je n'allais pas me laisser entraîner dans leur désordre. Peu importe à quel point les choses tournaient mal pour eux, ils avaient fait leur choix, et maintenant ils devaient vivre avec les conséquences. Pourtant, une partie de moi se sentait justifiée. Ils avaient des difficultés et même si je ne prenais pas plaisir à leur souffrance, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était le karma qui les rattrapait. Hugo et Sophie avaient détruit ma vie et maintenant leur petite bulle parfaite commençait à se fissurer. Jeanne a remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude ce soir-là et a demandé si tout allait bien. Je lui ai parlé de l'email et elle a juste hoché la tête, son expression douce mais ferme. Tu as fait le plus dur en tournant la page, a-t-elle dit. Ne les laisse pas te ramener en arrière. Elle avait raison. J'avais passé trop de temps à reconstruire ma vie pour laisser leurs problèmes me déstabiliser maintenant. Le lendemain matin, j'ai supprimé l'email de Léa et j'ai bloqué son adresse. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Je n'allais pas les laisser utiliser la culpabilité ou la pitié pour se faufiler à nouveau dans ma vie. Ce Noël avec la famille de Jeanne a été un tournant. Pour la première fois, j'ai réalisé ce que signifiait être vraiment libre de la toxicité dans laquelle j'avais grandi. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille ou de leur validation. J'avais trouvé des gens qui se souciaient de moi pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. Le chaos de mon passé n'allait plus me définir. J'avais construit une nouvelle vie, et je ne regardais pas en arrière. En juin, j'étais satisfait du chemin parcouru. Ma vie à Lyon était stable. Ma relation avec Jeanne devenait chaque jour plus forte, et ma famille n'était plus qu'un lointain souvenir.
Je les avais tous bloqués, ignoré toutes les tentatives hésitantes de me contacter, et je m'étais entièrement concentrée sur moi-même. Mais bien sûr, ils n'en avaient pas fini avec moi. Un samedi matin, alors que je m'apprêtais à partir courir, j'ai entendu frapper à ma porte. Je n'attendais personne, et quand j'ai regardé par le Judas, je me suis figée. C'était Léa. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an, et pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas être là. Mais finalement, j'ai ouvert la porte. Elle a immédiatement commencé à pleurer. « Alexandre, je suis tellement désolée », a-t-elle dit, entrant dans le couloir avant que je ne puisse l'inviter à entrer. « J'aurais dû te défendre davantage. J'aurais dû faire plus. » Ces mots m'ont pris au dépourvu. Pendant si longtemps, Léa avait été cette présence passive dans ma vie. Quelqu'un qui ne m'avait jamais directement blessée, mais qui ne m'avait jamais vraiment défendue non plus. L'entendre prendre ses responsabilités était inattendu, et je ne savais pas comment réagir. J'ai coupé les ponts avec Hugo et Sophie, a-t-elle poursuivi. Et maman, je n'en pouvais plus. J'ai croisé les bras et je me suis appuyée contre le chambranle de la porte. « Qu'est-ce que tu veux, Léa ?» ai-je demandé. Elle a hésité, essuyant ses yeux. « Je veux juste parler. Papa veut parler aussi. Pouvons-nous nous rencontrer, s'il te plaît ?» J'aurais dû dire non. Chaque instinct de mon corps me criait de fermer la porte et de continuer ma journée. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, suppliante, désespérée, qui m'a fait hésiter. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Quelques jours plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant tranquille en périphérie de la ville. Léa était déjà là quand je suis arrivée, assise avec notre père, Jean. Je ne l'avais pas vue depuis que je l'avais frappée au visage devant l'appartement de Sarah, et la tension entre nous était palpable. Il s'est levé à mon approche, tendant une main. Je ne l'ai pas prise. Au lieu de cela, je me suis assis en face d'eux et j'ai attendu que l'un d'eux parle. « Je suis désolé », a dit mon père finalement, sa voix basse. « Pour tout. J'aurais dû faire plus pour te protéger. J'aurais dû gérer les choses différemment. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. » Pendant un bref instant, j'ai senti une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être sauvées. Puis la porte du restaurant s'est ouverte et ma mère est entrée. Je me suis immédiatement tendue, et mon père a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. « Elle voulait venir », a-t-il dit, comme si cela excusait de me prendre par surprise. Et bien sûr, juste derrière elle se trouvaient Hugo et Sophie. Je me suis levée, prêt à partir, mais Léa a attrapé mon bras. « S'il te plaît, Alexandre, écoute-les », a-t-elle dit. C'en était trop pour moi. Je me suis levée, coupant ma mère avant même qu'elle ne commence à parler. « Vous n'êtes plus ma famille », ai-je dit, ma voix froide et posée. « Vous voulez le pardon ? Trouvez quelqu'un d'autre à manipuler. J'en ai fini. » J'ai jeté de l'argent sur la table pour mon café et je suis sortie, ignorant les voix qui m'appelaient. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils pouvaient supplier, plaider et pleurer autant qu'ils voulaient, mais j'en avais fini d'être le bouc émissaire de leur dysfonctionnement. Aujourd'hui, à 28 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies depuis que le chaos de ma famille s'est déroulé. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, cela ne semble presque pas réel, comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Mais les cicatrices me rappellent que c'était bien réel. La bonne nouvelle, c'est que j'en suis sorti plus fort, plus sage, et entouré de gens qui se soucient vraiment de moi. Jeanne et moi nous sommes fiancés l'année dernière. Ce n'était rien d'extravagant, juste nous deux dans notre parc préféré à Lyon. Je n'ai pas opté pour un grand geste car j'avais appris que le véritable amour n'a pas besoin de spectacle. Quand je lui ai demandé de m'épouser, elle a pleuré et a dit oui immédiatement. Ce moment a semblé être la dernière pièce du puzzle que j'essayais de résoudre depuis que tout s'était effondré. Elle n'est pas seulement ma fiancée, elle est ma partenaire dans tous les sens du terme. Elle m'a soutenue à travers tous les hauts et les bas, a écouté sans jugement, et n'a jamais une seule fois essayé de me pousser vers la famille que j'avais laissée derrière moi. Avec elle, je me sens en sécurité d'une manière que je n'aurais jamais cru possible après ce que Hugo et Sophie avaient fait. La plus grande nouvelle cependant, c'est que nous attendons notre premier enfant.
C'est un garçon, et chaque fois que je pense à le tenir pour la première fois, je ressens ce mélange accablant d'excitation et de nervosité. Je n'ai jamais pensé que je serais prêt pour la paternité après le désordre dans lequel j'ai grandi. Mais la confiance de Jeanne en nous me donne de l'espoir. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour donner à notre fils une vie pleine d'amour, de respect et de stabilité. Le genre de vie que je n'ai pas eu. L'une des premières étapes que j'ai franchies pour couper complètement les liens avec ma famille a été de changer mon nom de famille. Je ne me suis pas précipitée. Pendant un certain temps, j'ai pensé que ce serait trop extrême ou que cela ne ferait pas beaucoup de différence. Mais avec le temps, j'ai réalisé que mon nom de famille était comme une encre au passé, et j'étais prêt à le laisser partir. C'était une sensation étrange de se tenir au tribunal et de remplir les documents. Quand le juge l'a signé, j'ai ressenti un sentiment de soulagement inattendu, comme si j'avais enfin fermé une porte que j'avais eu peur de fermer complètement. J'ai choisi un nom de famille qui avait un sens pour moi, quelque chose lié à un héros personnel plutôt qu'à mon arbre généalogique. Jeanne m'a entièrement soutenue. Elle a même plaisanté en disant qu'elle prendrait mon nouveau nom de famille une fois que nous serions mariés, en disant « Nous commençons notre propre héritage maintenant ». Cela m'a vraiment marqué. L'idée de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de séparé de toute la douleur et la trahison est devenue mon objectif. J'ai entendu des bribes de ce qui s'est passé avec ma famille depuis que je les ai coupés. Non pas parce que je le cherche, mais parce que des connaissances mutuelles se lâchent parfois et en parlent. Apparemment, mes parents sont officiellement séparés maintenant. Mon père vit dans une petite location à la périphérie de la ville et ma mère est toujours dans la maison familiale, essayant de sauver les apparences. Hugo et Sophie, disons simplement que le karma ne leur a pas été clément. Ils sont noyés sous les dettes et, d'après ce que j'entends, leur mariage est sur des bases fragiles. Sophie a perdu son emploi et la situation professionnelle d'Hugo est loin d'être stable. L'ironie ne m'échappe pas. Après tout ce qu'ils ont fait pour me rabaisser, ce sont eux qui luttent pour garder la tête hors de l'eau. Quant à Léa, son fiancé l'a quittée quelques mois avant leur mariage. Je ne connais pas les détails, et honnêtement, je m'en fiche aussi. Elle a fait son choix de soutenir Hugo et Sophie quand cela comptait le plus, et ce n'est pas quelque chose que je peux pardonner. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles directement, c'était il y a plus d'1 an, quand ma mère m'a envoyé une autre lettre me suppliant de reprendre contact. Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai jetée directement à la poubelle. Quels que soient les regrets qu'ils ressentent maintenant, c'est leur fardeau à porter, pas le mien. L'une des plus grandes leçons que j'ai tirées de tout cela est l'importance de fixer des limites. Pendant si longtemps, j'ai laissé ma famille me malmener, me culpabiliser de leur pardonner et me faire sentir que leur problème était ma responsabilité. Couper les ponts avec eux n'a pas été facile. C'était désordonné, mais c'était la seule façon d'aller vraiment de l'avant. Parfois, je me demande si ma famille regarde jamais en arrière et regrette ses choix. Pensent-ils à la douleur qu'ils ont causée? Réalisent-ils tout ce qu'ils ont perdu en me trahissant? Je ne le saurai probablement jamais, et c'est bien ainsi. Leurs regrets ou leur absence n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin trouvé la paix. Si quelqu'un qui lit ceci traverse quelque chose de similaire, laissez-moi vous dire, il n'est pas facile de se séparer de relations toxiques, surtout quand il s'agit de la famille. Mais parfois, c'est la seule façon de protéger votre paix et de créer la vie que vous méritez. Vous n'êtes pas obligé de garder des gens dans votre vie juste à cause d'un ADN partagé. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de personnes qui sont là pour vous, vous soutiennent et vous aiment inconditionnellement. Et avec Jeanne à mes côtés et notre petite en route, j'ai